Alors, bonjour tout le monde. Merci de vous être joints à nous aujourd'hui pour ce webinaire où on va s'entretenir avec Miguel Caron de AvePoint, directeur technique partenaire pour l'Amérique du Nord, et on va discuter de Opus de AvePoint, une solution qui se dit nous aidant à réduire les coûts pour les clients grâce à des services d'optimisation du stockage et d'hygiène de données. Alors, Miguel va être en mesure de partager avec nous comment on peut surmonter certaines des difficultés liées à la mise en œuvre d'une stratégie de gestion de l'information grâce à l'optimisation du stockage et à la gestion du cycle de vie de l'information. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Sylvain Fontaine, spécialiste technique, Modern Work et sécurité au sein de l'équipe Prévente chez IT Cloud. Et juste pour vous mentionner que oui, IT Cloud a une chaîne YouTube et entre autres, le webinaire d'aujourd'hui vous sera rendu disponible sur notre chaîne YouTube. Je vous dirais possiblement dans les jours qui vont suivre la présentation comme telle. Alors sur ce, moi, je vais céder la place à Miguel car on a beaucoup de contenu à partager avec vous aujourd'hui et je veux m'assurer de laisser la majorité du temps à Miguel pour vous présenter la solution Opus de AvePoint. Merci Sylvain. Bienvenue à tous. Donc, ça me fait plaisir de vous présenter cette solution aujourd'hui. Donc, une présentation rapide. Je vais juste partager mon écran pendant que je fais ça. Donc, Miguel Caron, directeur technique chez AvePoint. Est-ce que quelqu'un peut me dire si on partage l'écran? Je vois. Oui, vous voyez un PowerPoint? OK, good. Donc, création d'un service d'hygiène de données avec la solution AvePoint Opus, c'est le sujet du jour aujourd'hui. Alors, on va aller de l'avant, on va placer la mise en contexte en fait de la situation. Alors, donc voilà. Donc, c'est quoi le problème avec l'hygiène des données et en même temps, pourquoi on parle d'optimisation de stockage? C'est simplement le fait de comprendre en fait la quantité de données qu'il y a dans les environnements 365 et de ce fait, le pourcentage de ce qui est réellement nécessaire de garder. Alors, on illustre ça ici d'une façon assez simpliste. Les données de day-to-day, donc les données avec lesquelles on travaille jour après jour, ça représente une infime partie de ce qu'on a comme information au bout du clavier finalement. Et c'est l'information qu'on est au courant, qu'on connaît par cœur. Et c'est vraiment l'information qu'on est attitré de jour en jour. Mais ce qui se passe, c'est qu'au fil du temps, on ne travaille pas nécessairement en silo, on travaille aussi en collaboration. Et donc, il y a d'autres données qui continuent à se rendre à nous, ou en tout cas, nous, on produit des informations, on produit des documents, on travaille avec des gens, on travaille avec des équipes multidisciplinaires. Donc, il y a un paquet d'informations sur lesquelles on travaille, day in, day out, donc à tous les jours, à toutes les semaines. Mais au fil du temps, il y a des documents que vous avez créés, tout ça, dont vous n'avez plus besoin ou que vous ne vous servez plus. Et si on amplifie tout ça par le nombre d'employés qu'il y a dans une entreprise et on additionne ça encore au temps, donc après une semaine, après un mois, après 6 mois, après un an, ça crée énormément de données et pourtant, personne ne se pose la question de savoir qu'est-ce qu'on fait avec. Et éventuellement, ça devient des données obscures parce qu'au fil du temps, on oublie, moi je peux parler par moi-même, j'oublie où est-ce que j'ai travaillé sur un document il y a un an, mais où est-ce qu'il est stocké, je ne m'en souviens plus. J'ai déjà travaillé sur des documents avec d'autres personnes. Ces personnes-là ne sont plus à l'emploi de l'entreprise. Donc, trouver l'information, ça devient compliqué, et ainsi de suite. Et si on amplifie ça par le nombre d'employés d'une entreprise et par le nombre d'années qu'on utilise l'environnement, ben, c'est pour ça qu'on appelle tout ça les données obscures et ça représente plus de la majorité
de l'information qui est stockée dans votre environnement 365. Et puis la difficulté, c'est qu'on n'est pas en mesure de savoir qu'est-ce qu'est cette information-là, et donc tout le monde prend la même décision, c'est-à-dire on garde l'information. Alors, ce qui arrive, c'est que pourquoi on est ici aujourd'hui, c'est par une série de situations en amont qu'on a de difficulté à gérer. Par exemple, par suite à ce que je viens d'expliquer, ce qui arrive, c'est qu'à un moment donné, les organisations, les entreprises vont dépasser la limite des stockages. Et ça, ben, ça va créer d'autres genres de problèmes. En fait, pensez juste à la recherche. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais j'utilise rarement la recherche maintenant parce que c'est très rare que je réussisse à trouver exactement ce que je veux trouver. Alors, le réflexe premier, c'est quoi? C'est de reproduire ce qu'on pense qu'on a déjà fait dans le passé ou qu'on a déjà vu dans le passé, on le reproduit. Donc, on augmente le stockage par la force des choses. Ensuite, un autre aspect qui a changé la donne dans les derniers 12 mois, 18 mois, je dirais, c'est que Microsoft a été indulgent pendant plusieurs années au dépassement de stockage, mais depuis quelques temps maintenant, ils sont devenus beaucoup plus agressifs. Et là, tout d'un coup, vous recevez des avis de Microsoft de frais imprévus de dépassement de données. Et donc, il va falloir acheter pour en fait se procurer plus de données et donc avoir un budget de stockage qui augmente constamment. Par la suite, on le sait, parce qu'on ne sait pas ce qui est dans notre environnement, en fait, on ne le sait plus, il y a beaucoup trop. On parle de, pour certaines entreprises, vous savez, on parle de plus de dizaines de millions de documents qui sont dans les environnements. Et donc, il n'y a aucune stratégie qui est mise en place. La plupart des gens ne savent pas s'il y a vraiment des solutions qui existent pour pallier aux problèmes. Et donc, on laisse tout ça là et on assume les frais supplémentaires, etc. Si on pense, par exemple, à Copilot, parce que, bon, vous avez peut-être des clients, de vos clients qui commencent à vous parler de AI et Copilot, ben, si on ne fait pas de ménage dans l'environnement 365, on a beau le sécuriser, ça va remonter quand même de l'information qui est complètement désuète. Et donc, ça crée des problèmes supplémentaires. Ensuite, les exigences de rétention, ben, il y en a sûrement qui tentent, ou en fait, qui tentent de mettre en place certaines stratégies de rétention de la part de Microsoft. Moi, ce qu'on me dit, c'est que ça peut fonctionner à petite échelle, mais pour de la moyenne et grande entreprise, ça devient un défi parce que c'est complexe. Il y a beaucoup de configurations manuelles et c'est quand même, il y a un manque de flexibilité au niveau de cette gestion-là. Donc, les exigences de rétention et de suppression ne sont pas nécessairement correctement respectées. Peut-être dans certains endroits précis, mais à la grandeur de l'environnement, ça devient un défi énorme. Et il y a toujours des gens qui vont réussir à passer par en arrière et trouver des façons de contourner certaines règles. Et finalement, on en a parlé plus tôt, les employés perdent du temps à chercher les informations parce que l'environnement est devenu tellement large. Et ça, c'est pas prêt d'arrêter parce que selon certaines analyses de Gartner, on voit les chiffres ici à l'écran. On est rendu à plus de 300 millions d'utilisateurs actifs. On parle de 200 États-octets de données, Sylvain, dans les environnements 365 d'ici, dans les environnements cloud, en fait, d'ici 2025. 200 États-octets, je ne sais pas pour vous, mais moi, je ne sais même plus il y a combien de numéros à la suite du 200. Donc, je ne peux même pas imaginer la quantité d'informations. 47% des travailleurs ont des difficultés à trouver l'information. Je pense qu'on n'a pas besoin d'être convaincu. Je trouve même le chiffre un peu faible. Dans mon livre en moi, ce serait plus autour de 60 à 70%. Personnellement, même trouver de l'information, même chez AvePoint, ça devient difficile. Et bon, la création de données, je réfléchissais à cette donnée-là dernièrement. Et quand je pense à Copilot, Copilot, vous savez qu'à partir, par exemple, je donne deux exemples très concrets. À partir d'un document Word, Copilot va pouvoir vous créer un PowerPoint en l'espace d'environ 15 secondes. Au même titre, à partir de certaines informations, Copilot est en mesure de créer des images en l'espace de quelques secondes.
fantastique. On arrive à nos fins plus rapidement. Mais ce qu'on oublie de penser ou ce qu'on oublie de regarder, c'est que pour avoir un PowerPoint créé en 15 secondes qui répond à nos besoins, on va peut-être l'utiliser 5, 6, 7 fois avant de finalement arriver à quelque chose d'intéressant. Et malheureusement, plus souvent qu'autrement, les 6 versions précédentes, on va les laisser là. On les détruira pas, on les supprimera pas. Ils vont rester là, au même titre que les images. Alors, vous pouvez juste imaginer l'ampleur de la croissance du stockage dans les prochaines années avec l'arrivée de l'intelligence artificielle. Ça sera tout simplement phénoménal. Donc, il faut essayer de trouver des façons de pallier à ça, de se préparer à ça, de s'assurer que notre environnement va être apte à non pas recevoir et utiliser l'intelligence artificielle, mais que ça soit durable dans le temps, pas juste une approche singulière qu'on fait une fois puis c'est fini. Alors, Opus chez AvePoint peut répondre à ces besoins-là. Ce qu'on va vraiment parler aujourd'hui, c'est surtout la première portion qui est ici, donc les deux icônes qu'on voit ici. Alors, ce qu'on parle de l'optimisation de stockage, ça passe en premier par l'exploration et la découverte de l'information. Alors, on va regarder dans un premier temps comment on peut avoir au moins un rapport pour nous ramener de l'information qui est désuète, qui est redondante, qui est triviale. Et ça, rapidement, on va avoir une idée de la quantité de stockage qu'on va pouvoir sauvegarder seulement en regardant ces types de fichiers-là, en évaluant, en fait, et en analysant ces fichiers-là. C'est incroyable l'impact que ça peut avoir. L'optimisation du stockage, c'est de déterminer, en fait, suite à la découverte de cette information-là, quel sera son sort, en fait? Qu'est-ce qu'on va en faire? Est-ce qu'on va, pour certains cas, le laisser dans Microsoft 365? Est-ce qu'on devra, on pourra l'archiver pour un certain nombre de temps? Est-ce qu'on veut le détruire immédiatement parce que, franchement, c'est de l'information qui est complètement inutile? Alors, donc, on parle d'efficacité et d'efficience ici sur cet aspect-là. Et ça, on appelle ça, je dirais, moi j'appelle ça un Big Bang. On peut faire ça dans un premier temps. Mais cette approche-là, c'est vraiment une approche ponctuelle. Donc, on fait ça une fois et on règle un problème. Ça se peut que votre stockage, en fait, dans 365, réduise de 50 à 60 %. Fantastique. Par contre, si on arrête là, dans un an, on va retourner au même niveau qu'on était, c'est-à-dire qu'on va devoir refaire l'exercice. Et c'est là qu'il faut trouver une façon, une stratégie pour mettre en place pour que ça soit durable. Et ça, c'est là qu'on amène les deux autres icônes que vous voyez à l'écran qui font l'environnement, qui fait en sorte que la solution Opus est une solution complète. Parce qu'une fois que vous avez fait la première approche, qui est l'exploration, les découvertes et l'optimisation du stockage, après, vous allez être en mesure de commencer des discussions avec ces clients-là sur vraiment mettre en place une stratégie du cycle de vie de l'information. Aujourd'hui, on ne touchera pas à ça. On pourra peut-être faire ce webinaire-là plus tard, peut-être en début d'année 2025, pour vraiment avoir un topo complet de comment on va pouvoir gérer tout ça. Alors aujourd'hui, on va vraiment se consacrer sur les deux premières icônes, les deux premiers scénarios. Alors, sans plus tarder, je vais arrêter la présentation et on va aller dans l'environnement voir ce qu'il y en est. Je vais juste amener la bonne fenêtre. Voilà. Donc, je vais changer, je vais amener la fenêtre ici. Donc, pour ceux qui, c'est la première fois qu'ils sont avec, qui ont une présentation sur AvePoint, notez que toutes les solutions sont dans le cloud, évidemment. On ne parlera pas de rien local en ce moment. Et tout se passe sur la plateforme, la Confidence Platform, ou ce qu'on peut appeler aussi la AvePoint Online Services.
C'est le portail central à AvePoint qui est hébergé dans les centres de données au Canada. Et tout est disponible en français en passant. Je dois avouer que Opus, au moment où on se parle, qui est ici, la version française de Opus va sortir dans la première moitié de 2025. C'est déjà confirmé. Et parmi tous les services qu'on voit ici, et même sur tous les autres services qu'AvePoint peut vous proposer, je dirais que la grande majorité sont déjà disponibles en français aujourd'hui. Donc, Opus, c'était un des derniers qui restait à franciser. Alors, une fois qu'on établit la communication entre AvePoint Online Services, vous pouvez penser que ça, c'est comme un tenant, c'est un nouveau tenant. Il y a le tenant 365, qui est le tenant de votre client, et vous avez ensuite le tenant AvePoint, qui est aussi un autre tenant de votre client. Et les deux ensemble doivent communiquer. Donc, aujourd'hui, ce n'est pas une démo sur AvePoint Online Services, mais toute la communication entre les deux tenants se fait au niveau du portail ici. Et une fois que cette communication-là est faite, on peut aller dans Opus et commencer à gérer notre environnement. Lorsqu'on arrive dans Opus, donc la première page, c'est vraiment les tableaux de bord. J'ai parlé tantôt sur la dernière slide, il y avait tout ce qui touchait le stockage d'optimisation et il y avait la gestion du cycle de vie. Alors, on les voit très bien ici, à l'opposé de ce que j'ai montré plus tôt. Donc, ici, la gestion du cycle de vie, c'est le premier tableau de bord, c'est celui qu'on voit en ce moment. Donc, ça fera probablement le sujet d'un autre webinaire plus tard, possiblement en début de 2025. Et le deuxième tableau de bord ici, c'est l'optimisation du stockage. Alors, avant de rentrer dans le détail, juste un topo rapide sur l'information qui vous est présentée à l'écran. Donc, évidemment, c'est un environnement de démo. Donc, premièrement, ce n'est pas un environnement qui est représentatif de ce que vous allez voir chez vos clients. Donc, il faut faire attention ici. Par contre, l'information qui est présentée, ce sera la même. Alors, dans l'exemple qu'on a ici, c'est déjà en fonction. On a déjà 4,35 gigabytes ou gigaoctets de données qui ont été archivées. Ça représente 14 000 fichiers environ et plus de 770 versions de fichiers qui ont été archivés pour des économies de 41 756,87. C'est quand même assez précis, mais disons 42 000 d'économie. L'économie de quoi? L'économie de stockage. Parce que les 4,35 gigabytes d'informations qui ont été archivées, c'est ça de moins qu'il y a dans l'environnement 365 et ça représenterait, selon les chiffres qui ont été ici, 41 000 $. C'est peut-être poussé, vous allez dire, ça veut dire que les chiffres qui ont été entrés ne sont peut-être pas réalistes. Alors, les chiffres qu'il faut tenir compte, c'est qu'il faut prendre en compte vraiment les chiffres ou les coûts de stockage de vos clients et ainsi, ça prend aussi en considération le coût d'utilisation de la solution qu'on voit ici. Alors, le chiffre qui est là, s'il est positif, sachez que ça inclut l'achat ou les coûts de licence de Opus. Alors, plus le nombre d'archives est élevé, bien, plus vos économies vont apparaître. Alors, c'est très facile d'aller justifier l'utilisation de Opus dans ce contexte-là. En bas, ce que ça va nous donner, c'est la liste des sites SharePoint qui sont utilisés dans le scope qu'on a configuré. Alors, on n'est pas obligé de cibler tout l'environnement. On peut commencer par certaines collections de sites et éventuellement, on peut faire tout l'environnement. Et ça met en lumière ceux qui ont le plus d'archives. Donc, par exemple, le site ici qui s'appelle ATS Collab a 1,26 gigaoctets d'archivés. C'est le site qui répond le plus aux critères. Maintenant, quels sont les critères? Et je pense que c'est ça qui est le plus important parce que de toute façon, le meilleur exercice, c'est vraiment de le faire chez un de vos clients pour avoir vraiment des valeurs qui tiennent la route. Alors, comment ça se fait? Comment ça commence? C'est ici au niveau du discovery, donc la découverte. On doit faire une analyse de l'environnement dans un premier temps. Et comment est-ce qu'on fait ça? Bien, je vais vous montrer un exemple. Je ne roulerai pas une analyse. Ça peut prendre quand même quelques heures, dépendant de la nature, de l'ampleur de l'environnement. Mais ici, je vais faire comme si je le faisais à nouveau. Alors, je vais faire un nouveau rapport.
Et donc, c'est un wizard, donc des étapes que vous avez à suivre. Il y a 4 étapes. Et la première étape, c'est vraiment de sélectionner la source de données. Aujourd'hui, pour ce qu'on regarde, on supporte SharePoint Online et OneDrive. Évidemment, SharePoint Online, vous avez compris que ça comprend derrière tout ça les sites SharePoint qui sont reliés à des Teams et des groupes 365, mais c'est vraiment uniquement SharePoint et OneDrive. Ce qui s'en vient, je peux tout de suite annoncer sans avoir de date précise, mais c'est imminent quand même. Exchange Online, qui va faire partie des sources. Également, les serveurs de fichiers Windows. Donc, il va y avoir 2 nouvelles sources de données qui vont s'ajouter ici. Alors, dans l'exemple que je vais faire, on va sélectionner SharePoint et OneDrive. Donc, on fait la source. Dans ce cas-ci, si on sélectionne SharePoint, c'est tous les sites SharePoint sans aucune distinction. Pour aller sélectionner des sites SharePoint en particulier, il faut passer par ce qu'on appelle les conteneurs. Les conteneurs, c'est un concept qui existe dans le portail AvePoint Online Services que je vous ai montré plus tôt d'entrée de jeu. On ne parlera pas, je n'expliquerai pas trop les concepts de ça, mais juste pour vous dire que c'est une collection, c'est un inventaire qu'on prend des grands objets dans 365. Donc, par exemple, tous les sites SharePoint, tous les sites OneDrive, tous les Teams, toutes les boîtes aux lettres, etc. Donc, on se tire un index virtuel de tous ces objets-là et on vous permet, en tant que client, de les classer, si on veut, dans des conteneurs virtuels selon certaines métadonnées existantes de Microsoft. Et donc, ça vous permet donc de découper, si on veut, les sites SharePoint, exemple, dans plusieurs conteneurs. Et si on fait ça, bien, à ce moment-là, on pourrait choisir les conteneurs en question. Et donc, dans certains conteneurs, il va y avoir certains sites. Et là, on fait un ciblage beaucoup plus précis. OK? Mais pour l'exemple d'aujourd'hui, on va juste simplement prendre tous les SharePoint, tous les OneDrive. Et par défaut, la solution Opus vient déjà avec des règles de base. Donc, au niveau de ce qu'on veut faire ici, c'est en anglais, on appelle ça des thresholds, mais en français, on appelle ça des espèces de balises de regroupement de données qu'on veut voir dans les différents dashboards. Alors, rappelez-vous de ces données-là. On veut voir, par exemple, je veux pouvoir sélectionner une série de documents ou de fichiers entre 0 et 1 MB, entre 1 et 50 MB, entre 50 et 75 MB et 75 MB et plus. Au même titre que je veux voir, montre-moi un rapport pour les 12 derniers mois, les 36 derniers mois, les 60 derniers mois, les 120 derniers mois. Et vous voyez que dans les deux cas, on peut ajouter, on peut détruire et tout ça. Donc, on peut tout personnaliser ça selon les besoins de chacun de vos clients. Une fois qu'on fait ça, là, on arrive dans la structure de qu'est-ce qu'on veut aller chercher comme information. OK? Donc, on veut trouver des données inactives. Quelles sont les données inactives? Bien, premièrement, on veut regarder les données qui ont plus de 10 versions. Vous savez qu'avec Microsoft, aujourd'hui, faire des versions, c'est un jeu d'enfant. Par défaut, je crois que c'est réglé à 500 versions et on me dit qu'on ne peut pas aller plus bas que 100 versions. Donc, ça veut dire que la 377e version de document PowerPoint, par exemple, je ne suis pas certain qu'il y a beaucoup de gens qui envoient une utilité. Hein? Alors ici, ce que ça dit, c'est que regardons tous les fichiers qui ont plus de 10 versions, regardons les fichiers qui ont plus de 20 versions, voir la taille de données que cela peut représenter et regardons aussi tous ceux qui n'ont pas été modifiés depuis 2 ans. Alors, ce n'est pas juste le nombre de versions, mais c'est aussi combiné au fait que tous les documents qui n'ont pas été modifiés depuis 2 ans. Donc, ça, c'est une première règle pour les données inactives. Ensuite, on va aller passer finalement, ce qu'on appelle les ROT, donc les documents redondants, les fichiers redondants, les fichiers obsolètes et les fichiers triviales. Alors, pour redondant, la même chose, on va regarder les documents qui sont redondants, qui ont plus de 10 versions, et évidemment, on va regarder tout ce qui est la redondance, donc les documents qui sont dupliqués. À noter ici, la duplication se fait au niveau du nom du document et de la taille du fichier. C'est la combinaison des deux. Alors, pour qu'un document ou des documents soient considérés comme dupliqués, il faut qu'ils aient le même nom
et la même taille. Éventuellement, on va venir avec l'analyse du contenu, mais on y réfléchit sérieusement parce que on se dit que si on activait ou on arrivait avec l'analyse du contenu et puis dans notre sélection d'informations, ça représente peut-être 15 millions de documents, on réfléchit vraiment au niveau de la performance, qu'est-ce que ça va donner. Si ça prend 3 semaines à avoir un résultat, parce qu'on va avoir l'analyse du fichier pour trouver de la redondance, pas certain qu'il y a beaucoup de clients qui vont aimer ça, qui vont apprécier. Alors, c'est un débat, mais si vous avez des idées, n'hésitez pas. Sylvain, en passant, si jamais il y a des questions, laisse-moi savoir. Je n'ai pas vraiment une bonne vue sur les questions. Non, ça va pour l'instant, Miguel. Il n'y a pas de questions dans le chat de la part des participants en ce moment. OK, parfait, merci. Donc, ça, c'est pour la redondance. Et puis, vous voyez qu'il y a un bouton Add Rule. Je pense que je ne l'ai pas présenté avant, mais en fait, on peut ajouter vos propres règles. On peut modifier les règles qui sont là. On peut les enlever et créer nos propres règles. Donc, encore là, flexibilité, c'est la clé. Obsolete, donc les documents qu'on considère qui sont complètement inutiles. Alors, on parle ici des anciens Word, PPT, avant l'arrivée des formats plus XML. Donc, ils sont plus vieux de 6 mois dans ce cas-ci. Les Legacy Notes, si on regarde des documents qui ont plus de 2 ans, en fait, qui n'ont pas été modifiés depuis 2 ans, des PDF et des fichiers TXT. Voyez-vous qu'on peut ajouter des choses. Hein? Je vais juste vous montrer. Je ne dis pas que c'est les règles parfaites. Je vais juste vous montrer à quel point il y a une flexibilité. Ensuite, on a un autre qui s'appelle des vidéos, des images, des fichiers audio. On sait à quel point ces documents-là peuvent prendre de la place, des zips, des RAR, etc. Ici, on dit une combinaison de ces types de fichiers-là modifiés depuis 6 mois. Mais bon, vous pouvez jouer avec ça. Hein? Vous pouvez dire modifier dans la dernière année. Donc, ajouter des choses. Et ensuite, ici, on a les legacy, donc vraiment des vieux documents et des vieilles extensions qui sont peut-être plus ou moins utilisées aujourd'hui. Vous pouvez en ajouter, il n'y a pas de fin. Alors, il faut que les documents remplissent le critère, puisque c'est « et », qui est mais si vous pouvez faire un « ou » aussi, donc « and » or. Alors, les règles sont quand même assez évolutives ici. Et ensuite, trivial, c'est toutes sortes de ce qui reste, en fait. Tous les documents qui peuvent traîner dans les environnements. Par exemple, ici, dans des répertoires, AppData, Desktop, User, Dump, ensuite des extensions de fichiers ou des noms de fichiers on voit qu'on peut utiliser des caractères génériques, du download, etc. Dans les caches, les recycles. Donc, vous pouvez vraiment, parce qu'on voyait ici qu'on peut les détruire, on peut ajouter des règles. Donc, vraiment, aller de l'avant et aller chercher ces choses-là. Une fois que vous avez fini vos règles, on clique sur Fini et l'analyse part. L'analyse peut prendre plusieurs heures, dépendant de la taille de l'environnement. Si une analyse dure plusieurs jours, voire semaines, là, il y a vraiment un problème. il faut contacter AvePoint, mais normalement, ça devrait prendre quelques heures, au pire 24 heures. On a roulé ça sur des environnements immenses et puis ça s'est quand même résorbé à l'intérieur de 24 heures. Donc, si jamais ça prend plus de temps que ça, il y a vraiment un problème probablement au niveau des permissions. Alors, une fois qu'on roule ça, c'est là qu'on a accès à nos tableaux de bord. Premièrement, le tableau de bord de données inactives. Alors, on l'a roulé dans cet environnement-là, je ne sais pas quand, mais dernièrement, et on a trouvé 27 gigs d'informations, ce n'est pas beaucoup, 49 000 fichiers. Le fichier le plus vieux a 122 mois et le total des versions, c'est 5 gigs. Et ici, on a un PHL data size, PHL pour Preservation Hold Library. Ceux qui ne connaissent pas ça, ça vient surtout avec Purview et ceux qui utilisent les étiquettes de rétention de données. Une fois que la donnée elle est périmée, elle est envoyée dans le Preservation Hold Library et ça compte
à votre stockage actif chez Microsoft. Dans l'environnement qu'on a ici, ce n'est pas utilisé, c'est fantastique, donc on n'a pas à se soucier de ça, mais ça pourrait devenir éventuellement une problématique. Ensuite, dans les dashboards qu'on voit ici, dans le tableau de bord, on peut vraiment commencer à regarder l'information basée sur quel est le site SharePoint, par exemple, qui pourrait être le plus payant, en guillemets, c'est-à-dire basé sur les règles qu'on a regardées, combien d'argent je pourrais aller chercher, combien de stockage, en fait, je pourrais aller sauver. Et évidemment, le stockage que je sauve, ça me donne des économies au bout du compte. Alors, vite comme ça, le premier site qu'on voit ici, test migration, si j'utiliserais ça juste pour les données inactives, je pourrais aller chercher jusqu'à 11 gigabytes d'informations selon les règles qu'on a mis en place plus tôt, les règles que je vous ai montrées. Okay? Donc, on prendrait d'autres règles, on aurait d'autres résultats. Donc, je peux modifier ici le tableau de bord. Ça, c'est les valeurs que je vous ai montrées dès le début. 12 mois, 36 mois, 60 mois, 90 mois. Donc, c'est là que vous pouvez vous créer vous-même vos différentes classes de données, si on veut. Donc, si je regarde juste pour 5 ans, parce qu'en ce moment, c'est à l'infini, donc c'est-à-dire le fichier le plus vieux, c'était 122 mois, donc ça va jusqu'à 122 mois. Si je dois dire, mettons que je dis juste les données inactives dans les derniers 5 ans. Alors, voyez-vous, là, ça vient de dropper de 63 %. Donc, si je vois à la limite, j'ai mon 100 des données que je peux sauvegarder. Ici, sur l'environnement, les données que j'ai trouvées de 27 GB de données inactives, j'arrive avec 5 ans, à aller réduire de 17 GB, donc 63 314 fichiers. La collection de sites migration, c'est toujours mon site le plus payant, si on veut, en utilisant cette façon-là. Ensuite, en bas, on a une autre façon de voir les choses, c'est-à-dire qu'ici, on a une façon un petit peu plus graphique. On peut voir le type de document qu'il y a à l'intérieur de toute la série de collections de sites qu'on voit là. Si j'en sélectionne un, vous allez voir que ça va changer. C'est un environnement de démo. Hein? Donc, ça, c'est un beau cube Rubik. Vous n'aurez jamais ça dans vos environnements clients, je peux vous le garantir. Si j'en combine deux ensemble, voyez-vous, là, il y a des zips, il y a des fichiers zip qui apparaissent. Donc, est-ce que j'ai vraiment besoin de fichiers zip? Probablement non. Alors, si j'ai pris une décision, je dis, OK, 60 mois, je prends les deux sites qu'il y a ici et en faisant une action, je vais aller sauver 15 de mon pourcentage. C'est tout si simple que de cliquer ici, d'aller me remettre sur 60 mois et d'aller choisir les sites en question qui étaient le deuxième et le troisième ici et de cliquer sur archiver ou détruire. Alors, si je clique ici, je vois que j'ai sélectionné deux items. Je peux encore jouer avec certaines règles ici, mais là, j'aurais plus le tableau de bord pour me dire, pour voir la différence des valeurs. Mais je peux quand même aller jouer dans les règles que j'ai créées au départ. OK? Maintenant, ça me dit, est-ce qu'on prend tous les objets qu'on a trouvés ou qu'on a déterminés dans ces deux collections de sites-là? Si la réponse est oui, on laisse comme ça. Si on va aller encore plus spécifique à l'intérieur, on peut le faire. Mais vous comprenez que plus on va loin, bien, ça devient un petit peu plus compliqué. Et là, à ce moment-là, vous allez aussi perdre un peu au niveau de la sauvegarde, de sauver de l'espace. Et qu'est-ce qu'on fait avec l'information? Est-ce qu'on l'archive et on la détruit ou on fait... en fait, dans ce cas-ci, on nous propose seulement de l'archiver dans un premier temps. Donc, on va l'archiver et on l'enlève de la source. Donc là, vraiment, on va enlever l'information. Qu'est-ce qu'un stub, si on veut décider de laisser un stub? En fait, le stub, c'est vraiment de laisser une trace dans l'environnement pour que lorsque le client ou l'utilisateur arrive sur un fichier qui a été archivé, bien, à ce moment-là, il va avoir un message qui va lui dire que le fichier est archivé. Et là, c'est laissé à la discrétion du client de savoir si est-ce que je donne l'opportunité aux utilisateurs de restaurer l'information. Si on y pense, il y en a qui disent ah non, ça c'est impossible parce que ça va. Mais il faut vraiment penser que l'information que vous manipulez ici, c'est de l'information qui, pratiquement, n'est plus utilisée, n'a aucune utilité à l'entreprise ou presque plus.
Alors, les chances que quelqu'un tombe sur un de ces documents-là et veuille récupérer le document sont probablement très, 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 très minimes. Mais en même temps, ça permet de sécuriser votre client et de dire l'information est encore là, il n'y a pas de souci, on peut la récupérer si jamais il y a quelqu'un qui veut l'utiliser. On a accès à ça. Alors, ça, c'est le fameux stub. Si on ne laisse pas le stub, l'information est toujours récupérable, mais pas par l'utilisateur, plus par les services qui sont responsables de redonner. Donc, si il faut que les gens loguent un support, un ticket de support, à ce moment-là, vous allez pouvoir récupérer le document ou les documents pour cette personne-là si on ne met pas de stub. Où est-ce que c'est stocké? Alors, c'est stocké ici dans un stockage qui est fourni par AvePoint pour les partenaires qui utilisent déjà la solution de sauvegarde. C'est un peu le même principe. L'Opus vient avec son propre stockage et donc vous pouvez l'utiliser. Et une fois que ça c'est fait, ben, soit que vous l'utilisez maintenant, donc si je clique sur Save, ça va vraiment rouler cette opération-là. Ça va archiver les documents qui ont été sélectionnés. Et je peux aussi, sinon, je peux aussi mettre une date et un temps plus tard, peut-être pendant la nuit, pour m'assurer que je n'impacte pas l'environnement, etc. Donc, ça, c'est vraiment pour les données inactives. Pour les données ROT, c'est un peu la même chose. Donc, on a encore une fois un sommaire d'informations. On peut jouer avec les délais. Donc, on peut dire, selon ce qu'on a configuré, peut-être 90 mois. Et vous voyez que le fichier en bas, le tableau de bord va se modifier. Et là, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on sépare vraiment l'information dans les trois types. Et comprenez bien qu'un document peut être à la fois redondant, obsolète et potentiellement trivial. Donc, ça se peut très bien que le total, parce qu'on a beaucoup de questions là-dessus, que le total de ROT soit plus élevé que le total des données. Donc, on le voit très bien ici, ça représente 104 OK? Maintenant, pour chacun de ces types-là, et encore là, ça, c'est les règles qu'on a créées plus tôt. Alors, pour chacun de vos clients, ces règles-là vont être différentes, potentiellement. Mais comme je vous dis, la solution vient déjà avec ceux-là par défaut. C'est à vous soit des appliquer ou des modifier comme vous voulez. Et si j'en sélectionne une, par exemple, vous allez voir que les graphiques s'ajustent automatiquement. Donc, si je veux voir les notes, les vieilles notes, je vois que ça s'ajuste ici. Si je clique, par exemple, sur celui-là, qui semble avoir 11 gigs, je peux voir le type de document. Et si je m'en vais dans les collections, il va m'afficher les sites de collection qui ont le plus de données. Alors, je peux tout de suite cibler où est-ce que je veux faire du ménage. Si je vais dans les fichiers Legacy, par exemple, là, c'est le fichier Home qui devient mon site numéro 1. Et encore là, c'est le même principe. Une fois que j'ai déterminé qu'est-ce que je veux faire, j'ai tout simplement à aller ici et je remets ma configuration. Je peux jouer avec certaines règles qu'on a mises en place ici pour décider vers quoi je veux faire du ménage. Si j'ai déjà déterminé que c'était le site Home que je veux utiliser, j'ai simplement à sélectionner et j'arrive ici. Et là, je vais passer à travers la même expérience que plus tôt, un petit peu différent, parce que bon, on peut encore continuer à jouer avec les règles, mais il y a plus de règles, donc c'est un petit peu plus compliqué. Et ici, on peut dire j'archive les documents, je laisse un stop, donc une trace dans le système, et je peux aussi archiver et enlever toutes les versions qui ont été déterminées par rapport à mes règles. Je peux rouler ça immédiatement ou dans un temps. Et là, une fois que ça va rouler, ça va exécuter et ça va archiver. Une fois que les documents sont archivés, qu'est-ce qui peut se produire? Ben, ça se peut qu'il y ait des clients ou qu'il y ait des utilisateurs qui veulent réutiliser l'information. OK? Je vais vous montrer ça dans quelques secondes, mais juste avant, juste finir. Si vos clients ne font rien, ça, c'est un autre tableau de bord intéressant. Présentez ceci, roulez ceci sur l'environnement client parce que, bon, l'analyse ne fait rien d'autre que juste ramener de l'information. On ne modifie en rien l'environnement client, on ne touche rien, on fait juste, en fait, lire.
vous allez pouvoir aller dans l'Optimization Progress et montrer que si on ne fait rien avec ce qu'on a présentement, avec ce qui a été détecté, bien, voici la courbe. Là, ce n'est pas une bonne représentation. Normalement, vous allez avoir une courbe qui va être plus basse à gauche et qui va s'en aller en montant. Et donc, vous allez pouvoir montrer à votre client que bien, si on ne fait rien, bien, rendu en mars 2027, les coûts de stockage peuvent coûter tant. OK? Et donc, si vous avez du budget pour ça, tant mieux. Normalement, ici, ça ne devrait pas être des barres égales, vous avez bien compris. Ça va aller en progressant. Si on arrive à mettre des règles en place comme on veut faire, bien là, vous pouvez jouer un peu avec vos règles ici et dire, bien, voici ce qui va se passer. À un moment donné, on va avoir 2 gigs d'archivés et il va rester quand même 23 gigs à aller chercher. Alors donc, vous pouvez commencer à explorer le progrès qu'on peut faire. Et à ce moment-là, dès qu'on a des règles en place, on va pouvoir être en mesure de planifier dans le temps. Là, ça ne fonctionne pas, évidemment, parce qu'il n'y a pas d'utilisation de cet environnement-là. C'est un environnement de démo. Donc, il n'y a pas de live. Alors, on ne peut pas planifier vraiment dans le temps. Mais normalement, vous allez avoir ici une ligne de progression et une projection. Vous allez pouvoir même planifier qu'est-ce qui devrait être adressé dans le futur ou dans les prochaines étapes. Et en passant, si votre client ou de vos clients ont plus qu'un environnement, voyez-vous ici, ça ici, c'est les environnements 365 qui s'affichent ici. Donc, je peux avoir un environnement de production, un environnement de Q&A, un environnement de dev et faire du nettoyage aussi dans ces environnements-là. Donc, c'est multi-environnement. Donc, on peut se rappeler de ça. Alors, au niveau je vais conclure avec ça. Il reste à peu près 2-3 minutes. Donc, ça, c'est vraiment au niveau administratif, évidemment. Comment configurer ça? On roule ça. On peut exporter certains des tableaux de bord que je vous ai montrés pour avoir une discussion avec vos clients. Au niveau de l'impact utilisateur, très minime, évidemment, c'est vraiment les documents qui vont avoir été archivés et vous avez utilisé le stub. De quoi ça va avoir l'air? Je vais juste minimiser cet écran-là. Je vais arrêter ça aussi. Bon. Et ben, dans un environnement SharePoint, je suis dans un environnement SharePoint ici. Alors, si j'ai des documents, je tombe là-dessus, je m'en vais dans ma bibliothèque et j'ai un document ici qui s'appelle Brocoli. Si je clique dessus, parce que de la façon que ça a été configuré, on me permet de pouvoir restaurer le document. Alors ici, ça me dit que le document a été, en fait, le message qu'on voit ici, vous pouvez le customiser. Donc, vous pouvez le personnaliser pour faire comprendre à votre utilisateur que ce document-là a été archivé par le système ou par l'administration, mais vous pouvez le récupérer en cliquant sur Restaurer ici, ou vous pouvez même l'exporter si vous offrez l'option, parce que ça, ce sont 2 options. Vous pouvez même l'exporter. Alors, ça peut être une façon de donner une expérience utilisateur. L'autre façon de faire, c'est en utilisant, je crois que c'est celui-ci. Je suis certain que je vais prendre le bon aussi. Là. Donc, on peut avoir un message qui s'affiche comme ça. Donc, encore une fois, un message personnalisable qui va dire ce document-là est archivé. Cliquez ici pour avoir accès, par exemple, ou juste avoir un message, contacter l'administration, etc., etc. Donc, vous décidez quel genre de message que vous voulez donner à l'utilisateur. J'avais un autre exemple. C'est celui-là, peut-être. Voilà. Donc, ici, il y en a un autre, message différent. Pourtant, c'est la même librairie. Donc, on voit jusqu'à quel point on peut être vraiment spécifique dans nos messages. Donc, ça dit le nom du document, archivé, telle date, selon telle règle. Et vous pouvez cliquer ici pour restaurer ce document-là. Alors, vous pouvez vraiment mettre des messages et à ce moment-là, les documents vont revenir dans la même place à l'endroit original. Ça, c'est une façon de faire. Comme j'ai dit, ça, c'est des options. L'autre option, c'est que vous ne laissez pas de stub ou vous laissez simplement un message, comme le premier que je vous ai montré. Et à ce moment-là, il faut que les gens ouvrent peut-être un support, un ticket de support. Et là, c'est vous qui allez, à travers Opus,
récupérer le document. Si je vous le remontre ici, alors on a ce qu'on appelle un Restore Center ici en bas. Donc, Restore Center, ça permet de restaurer les documents avec un engin de recherche. Vous allez rechercher le document qui vous a été demandé et vous allez le restaurer. Ça va le restaurer à l'endroit original. Donc, en gros, ça conclut ma présentation. Sylvain, je ne sais pas si on avait des questions Je supplémentaires. vois pas, je vois pas de questions pour l'instant, mais moi, j'en aurais une, Miguel. De Dis. quelle façon est-ce que cette solution-là, Opus de AvePoint, se compare au service d'archives de Microsoft 365? C'est une très bonne question, en fait. Et je suis content que tu la poses. Bref, dans un premier temps, on peut dire que le service d'archives Microsoft est à ses premiers balbutiements. Donc, les clients qui l'ont utilisé ou en fait qui ont tenté de l'utiliser et même des partenaires qui l'ont exploré nous disent qu'il manque énormément de fonctionnalités. C'est très, très peu flexible dans un premier temps. Par contre, ça va amener des avantages, ça c'est indéniable, surtout au niveau de la performance. Et donc, nous, on travaille avec Microsoft présentement pour arriver avec une intégration éventuelle. En fait, ce que ça va donner au bout du compte, ça va donner le meilleur des deux mondes. Le meilleur des deux mondes, pourquoi? Parce que nous, ça fait longtemps qu'on est dans la gestion de l'information, ça fait plus de 20 ans maintenant. Et donc, on a toujours fait nos approches pour que le client en bénéficie beaucoup plus que le back-end, si on veut, donc l'utilisateur, hein, les administrateurs et les utilisateurs. Donc, au niveau des fonctionnalités, c'est toujours beaucoup plus riche que ce que Microsoft offre. Par contre, Microsoft sont 100% en contrôle de l'environnement 365. Alors, eux, ils sont en mesure de nous offrir des entrées, si tu veux, beaucoup plus alléchantes au niveau de l'environnement 365. Alors, ce qu'on prévoit, nous, dans l'avenir, c'est que au lieu, c'est-à-dire en ajout de ce qu'on fait présentement, on va vous permettre d'utiliser le stockage 365 d'archivage de Microsoft comme endroit pour stocker l'information. OK? Et non pas juste le par défaut d'AvePoint. Et je ne sais pas, Sylvain, j'imagine que tes partenaires le savent, mais on a aussi du BYOS, là, du Bring Your Own Storage. C'est aussi disponible dans Opus. Donc, vous pouvez aussi sauvegarder, archiver en fait l'information sur un environnement client. Donc, tout ce que ça va faire dans le futur, Sylvain, c'est qu'on va avoir trois options finalement pour archiver les données. L'environnement par défaut AvePoint, l'environnement archive de 365 Microsoft ou le BYOS qui va toujours être là pour pouvoir avoir des données archivées dans l'environnement Azure du client, par exemple. Parfait. Ça, Merci c'est de l'info, Miguel. C'est bien. Parfait. Ce que je vais faire, je vais retourner juste pour vous informer. Ce ne sera pas long. Bon, j'essaie de revoir le contrôle. Génial. Alors, c'est ça, juste pour vous dire que pour l'instant, Opus n'est pas offert encore dans notre catalogue de produits chez IT Cloud. On voulait tout de même vous le montrer, vous démontrer la puissance de ce produit-là et qu'est-ce qui était en mesure de faire. Et une fois que le produit sera disponible, nous communiquerons avec vous via une infolettre pour vous annoncer la disponibilité du produit. Est-ce qu'il y avait des gens qui avaient des questions encore pour Miguel? Je n'ai pas malheureusement de ETA là, à savoir quand est-ce que ça va être disponible là, dans les faits. On est encore en communication avec AvePoint et on est en train de l'intégrer, le produit, dans notre catalogue. Alors, si il n'y a pas d'autres questions, j'aimerais vous demander si vous
serez assez amiable pour nous donner une évaluation de ce webinaire d'aujourd'hui. Pour ce faire, vous pouvez cliquer sur le lien dans la diapo ou prendre le lien URL en note ou scanner le code QR. Mais on veut vraiment savoir si vous avez trouvé que la session vous a été utile. Vous permettre aussi là, de fournir des commentaires que vous n'avez pas été en mesure de partager pendant la présentation et surtout comprendre comment on pourrait améliorer nos webinaires à l'avenir. Suggérez-nous du contenu, quels produits vous voudriez voir, quel sujet que vous voudriez qu'on couvre dans nos webinaires. Et alors, il n'y a toujours pas d'autres questions. Alors, je voulais te remercier, Miguel, de ton temps aujourd'hui pour nous avoir présenté Opus de AvePoint. Mais ça me fait plaisir, Sylvain. Toujours le fun de travailler ensemble. Merci, merci beaucoup. Moi aussi, Miguel, j'aime travailler avec toi. Et sur ce, alors s'il n'y a pas d'autres questions de la part de nos participants, alors je vous souhaite un bon reste de journée et je vous remercie d'avoir pris du temps pour vous adjoindre à nous aujourd'hui. Merci beaucoup. À la Super, prochaine. merci. Bonne journée.